Donc la thématique de la conférence de ce soir, c'est le système immunitaire, de manière très globale, c'est-à-dire comment le stimuler, comment le renforcer. Mais en fait, c'est un peu un fourre-tout, et c'est un titre en trompe-l'œil, parce que c'est pas tant comment le stimuler, c'est plutôt comment ne pas l'agresser, et comment ne pas le diminuer. Et puis c'est à la fois un trompe-l'œil et puis une arnaque, parce que sur la gentille arnaque, parce que sur la fiche, j'avais précisé monodiète, jus, aliments, etc. Bon, on va en parler, mais c'est surtout à travers d'autres éléments plus subtils et moins palpables que je vais revenir sur une seconde partie, notamment la gestion du stress, qui affecte difficilement le système immunitaire, qui est assez peu abordé, parce que justement, il y a moins de maîtrise, il y a moins de données, parce que c'est impalpable, non maîtrisable et difficilement mesurable. Et pour autant, moi, si on me parle de système immunitaire, de défaillance immunitaire, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je dois avoir affaire à ce genre de cas particuliers. Alors, la première chose basique, c'est déjà de définir ce que c'est que le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est des sous-systèmes en interaction les uns avec les autres qui visent à maintenir la bonne santé d'un individu, mais d'un individu qui soit humain ou animal, ou je dirais même végétal. La plante jouit d'un système immunitaire également, on va le voir, quand je ferai des corrélations avec les différents systèmes vivants qui peuvent être en interaction dans la nature. On va dire que tout un chacun, à forte raison si vous êtes là, le sujet vous intéresse, on aimerait tous jouir d'une bonne santé. On peut l'acquérir par nature, on peut avoir un système plus ou moins défaillant, on peut le perdre au cours de certains événements. On va voir quelques exemples, mais le but de l'humain, c'est toujours d'avancer dans une meilleure condition de santé, d'avoir un physique plus performant, d'être plus opérationnel par rapport au but recherché dans son activité physique, dans son activité professionnelle, dans ses activités, on va dire, de loisirs, notamment sur le sport. Et puis on voudrait être résistant. Alors là, on sort un peu de la période de l'hiver qui a été assez doux, malgré tout. Et puis l'hiver, se dit, je vais être résistant aux infections, il faut que je tienne le coup. Cette année, il ne faut pas que. C'est généralement ce que j'entends. Quand il y a des gens qui viennent me voir au changement de saison vers octobre, tous les ans, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des rhinites, pharyngites, j'ai des otites, j'ai des périodes de sinusite chronique 2-3 fois dans l'hiver. Voilà, ça m'embête, ça fait 15 ans. J'aimerais que mon immunité soit plus active. Ou alors je suis sujet aux grippes, j'aimerais me pas vacciner, j'aimerais plutôt faire une vaccination naturelle en guise de prévention. Voilà, c'est le genre de demande auquel on peut avoir à faire face. Alors c'est vrai que c'est une période charnière, l'hiver. C'est pour plein de raisons. Où c'est plus compliqué. C'est moins de soleil, fatalement. Moins d'activité physique. Moins d'air frais, parce qu'on est plus à l'intérieur. Et puis aussi des végétaux qui sont moins vitalisés, on va dire. C'est moins, près moins de soleil, puis stocker plus longtemps, c'est plus des tuberculeux, racines aussi. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que de toute manière, quoi qu'il en soit, ça va être une saison où on aurait tendance à être plus vulnérable. Ça c'est un fait. Et puis on va mettre sur le compte de l'hiver tout un tas de symptômes, tout un tas de pathologies, notamment au niveau de la sphère ORL, rhinite, pharyngite, même tout ce qui touche la sphère des poumons, les laryngites, je crois que j'ai parlé, sinusite, etc. Les états grippaux, divers et variés, ce qu'on appelle la crève. Enfin, en gros, le fait de tousser, le fait de se moucher, le fait de se racler la gorge, et le fait d'avoir le nez qui coule. Ça, ce sont des états qui sont considérés comme normaux durant l'hiver. La question, c'est de savoir si c'est vraiment normal d'avoir ces états-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils viennent manifester? Parce qu'on dit, la demande, c'est je voudrais avoir un système immunitaire pour ne pas avoir affaire à ces mots-là. Mais à quoi servent ces mots-là? Et ça renvoie à la question plus large, qu'est-ce que la maladie, en fin de compte? Puisqu'on considère ces atteintes, qu'on dit virales ou autres, comme des maladies. Qu'est-ce que la maladie? Alors, vous doutez bien qu'en naturopathie, on a une approche qui n'est pas symptomatique des effets qu'on peut constater. Et puis si j'ai utilisé les mots tousser, moucher et puis écoulement nasaux,
pour manifester des sorties du corps. Donc, si le corps crée des excrétions, c'est qu'il l'élimine. Donc c'est que le système immunitaire, il est là. Sinon, il n'y aurait pas d'élimination. La crise d'élimination témoigne déjà d'une certaine vitalité du corps pour le faire au niveau du système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de penser à faire un écoulement nasal, ça se fait tout seul. On ne peut pas retenir un éternuement, il se fait. Les cannes de toux, pareil, hein, on voudrait bien des fois les calmer, c'est pas possible. C'est des choses qui se passent de manière, on va dire, normale. Alors le système immunitaire, il faut le voir comme quelque chose qui existe en l'état, mais plutôt que de dire je veux augmenter mon immunité, est-ce que ce ne serait pas de jouer sur je veux influer positivement sur avoir le fait d'avoir moins de congestion, notamment au niveau de la sphère ORL. C'est déjà une approche qui est différente, mais en fait c'est pas je veux plus, c'est je mets moins, je demande moins. C'est pas je veux un plus grand réservoir de ma voiture, je vais faire en sorte de consommer moins d'essence. C'est un peu cette démarche-là. Alors là, je vais introduire quand même quelques notions théoriques sur l'immunité, parce qu'on entend plein de choses. Alors là, ça va être la partie un peu théorique, la plus théorique de mon introduction, mais qui est pour moi quand même indispensable. Donc, on peut dire qu'on peut diviser en deux le système immunitaire. Donc il y a un système immunitaire qui est inné, donc on dit spécifique, qu'on appelle l'immunité spécifique. C'est le premier système de défense. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est naturel. Ça vient de la protection fournie par les remparts extérieurs, c'est la peau, les différentes muqueuses. C'est les premières barrières du corps par rapport au monde extérieur qui pourraient contenir d'éventuelles attaques, et éventuelles attaques avec plein de guillemets. Et puis il y a dans cette immunité innée tout un ensemble d'éléments corporels, ce qu'on appelle les macrophages par exemple. On pourrait dire que c'est des compresseurs, des broyeurs de résidus de déchets. Donc c'est des sentinelles dans l'organisme au niveau cellulaire qui se baladent pour éteindre tout foyer de congestion. C'est ce qu'on dit par exemple, peut-être vous avez entendu, les lymphocytes NK, natural killer. Voilà. Donc c'est leur essence, leur fonction, leur unique fonction, c'est de détruire les cellules infectées par les virus, afin qu'il n'y ait pas de propagation de la maladie. Donc ça c'est la première chose. Et puis enfin, si cette immunité innée, elle n'a pas réussi à détruire les microbes ou les virus qui pourraient être résistants, là entre en jeu ce qu'on appelle l'immunité spécifique. Donc ça, c'est l'immunité spécifique, c'est celle qui est acquise au cours d'action, de développement, et c'est celle qui développe, on va dire, des remparts et des outils, comme son nom l'indique, spécifiques contre les intrus dans le système. Là, c'est ce qu'on pourrait rapprocher de manière synthétique, artificielle et chimique du vaccin. On parlera plus loin des vaccins, parce que si on parle d'immunité, on est obligé de parler de vaccinologie. Donc, à travers de ces deux exemples, on voit que c'est un système qui est complexe, parce que ça intègre des systèmes et des sous-systèmes externes, la peau qui est aussi interne, parce que c'est une muqueuse d'échange, on le voit par la transpiration, et puis avec tous les lymphocytes en mouvement, les différents lymphocytes qui peuvent être en interaction, et dont la production peut être plus ou moins grande. Ça, vous le voyez dans vos analyses sanguines. Alors, il y aura aussi dans cette immunité des choses qu'on ne soupçonne pas, comme les larmes, qui vont servir d'évacuateur, de l'acidité gastrique. Voilà, ça, c'est des barrières aussi qui sont assez spécifiques. Alors, on est tous équipés de ça. Par contre, la vraie question, et c'est sans doute celle qui vous amène ici en partie, c'est de dire, est-ce que mon système immunitaire fonctionne? Alors là, il n'y a pas d'outil de mesure. En médecine, il n'existe pas d'outil de mesure pour déterminer la bonne santé et du système immunitaire et d'un individu de manière globale. On va dire, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de données, il n'y a pas de ratio pour dire... voilà, ce sont des critères subjectifs et qui sont en perpétuel mouvement et en perpétuelle découverte. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire, ça peut être
le volume de nutriments. Après, on pourrait dire ça peut être les dosages sanguins de telle ou telle hormone. Ça pourrait être le taux protéique. Enfin, ça pourrait être l'acide urique excrété par les reins via les urines. Tout un tas de choses. Mais en tout cas, c'est des données qui sont mouvantes, donc il n'y a pas de base scientifique fiable pour déterminer la santé d'un individu. Donc ça va plutôt être des critères, on va dire, subjectifs, qui vont reposer sur une norme d'individu, à partir desquels on va tirer des conclusions, puis on va dire, ça va par exemple le degré de fatigue. Vous êtes souvent fatigué alors que vous avez un repos suffisant, voilà, fatigue chronique ou persistante. Des affections qui se voudraient fréquentes, on va dire des rhumes toutes les 5-6 semaines, des affections ORL à répétition, des infections urinaires chroniques, et puis de manière aussi externe, on peut le constater pour des cicatrisations qui peuvent être longues et compliquées, c'est-à-dire sur des plaies qui ont du mal à se refermer, des choses comme ça, alors que ce soit des plaies de blessures ou alors simplement des lésions cutanées comme des boutons d'acné. Voilà, là ça va être vraiment ça. Puis alors, ça va dépendre aussi de tout un tas de facteurs qui sont propres à chacun. On va dire c'est ces facteurs qui influencent l'immunité, ça va être l'âge, ça va être les maladies, la malnutrition, le fait d'être actif ou sédentaire, évidemment la nutrition, on va y revenir dans les grandes largeurs, aussi le patrimoine génétique, le manque de sommeil, le stress, les différents polluants, les polluants dans l'air, dans l'eau, dans le sol, la pollution électromagnétique, puis tout ce qui va être éléments stimulants, donc que ce soit boisson ou aliments, le café, ce qui contient de la théine, les sodas, les boissons énergisantes, voilà, le vin, l'alcool, les drogues, qu'elles soient douces ou dures, les neuroleptiques, les antidépresseurs, tout un tas de choses qui vont évidemment nuire au développement d'une bonne immunité. Comme je vous l'ai dit, si on parle d'immunité, on va déjà parler de ce qu'est la maladie et puis d'attaque à l'immunité. Alors, la vision allopathique moderne et occidentale, ça fait triple imbrication, allopathique, moderne et occidentale. C'est pour dire qu'on peut être... il y a d'autres choses avant l'ère moderne, il y a d'autres choses que l'Occident, et il y a d'autres choses que la médecine allopathique. Donc c'est un contexte défini. On dit que l'immunologie moderne, allopathique, occidentale, repose sur la vaccination. C'est-à-dire sur la stimulation du système immunitaire en introduisant une dose, une part, de manière très grossière, dit très grossièrement, de maladie dans le système pour qu'il développe le système immunitaire. Donc c'est le fait d'introduire dans un organisme sain un élément maladif. Ça se fait, en tout cas en France, dès le plus jeune âge, à partir de 2 mois, puis le calendrier vaccinal s'étend sur plusieurs années. Donc c'est cette approche-là qui est recommandée. Il y a d'autres visions. Donc là, on sort de la triple imbrication allopathique occidentale moderne, pour revenir à quelque chose qui est tout aussi moderne, qui peut être aussi occidental, mais qui est une vision plus homéopathique, par exemple. Il y en a plein, homéopathique. Là, qui est plus ancienne, parce que là, l'homéopathie, on va dire que ça a plus de 2 siècles. Hahnemann, ses travaux remontent à plusieurs longues dizaines d'années. Et donc là, on voit plus le développement du système immunitaire à travers des exercices. Alors ces exercices, c'est ce qu'on appelle en allopathie des maladies. Alors, ces maladies-là, ça va être toutes celles que vous connaissez, puis pour lesquelles ça va être la coqueluche, ça va être la varicelle, les oreillons, la rubéole, la rougeole. Voilà, on fait à peu près le tour. Donc ça, on appelle ça des exercices immunitaires en homéopathie. C'est-à-dire que la nature, on part du principe que la nature donne à l'enfant la possibilité de développer quelque chose qu'il n'a pas. L'enfant est complètement vulnérable à tout niveau, en interne, par son immunité, en externe. La peau, il n'y a aucune barrière protectrice. Vous mettez n'importe quoi sur la peau d'un enfant, ça pénètre directement dans le sang. C'est pour ça que les produits pour bébés, et encore plus, tous les... pour ça qu'on surdose
le talc ou les crèmes apaisantes pour les bébés qui n'ont pas de couche bio, par exemple, parce que c'est hyper irritant, puisque les produits chimiques de la couche sont directement au contact de la muqueuse des fesses, et en général les bébés baignent dans leur urine, donc ça favorise en plus l'échange. C'est juste pour vous montrer une manifestation concrète que le bébé a vraiment aucune résistance à la base. Donc une partie de son immunité, il va la développer au niveau intra-utérin, c'est-à-dire ça va être l'immunité de la mère, qui va être transmise au niveau sanguin. Donc là on est vraiment dans l'inné, dans le génétique, que je parlais au préalable. Et puis le deuxième facteur, ça va être la flore intestinale, qui va être ensemencée par la flore vaginale de la mère au moment de la sortie, en partie. Et le deuxième processus, ça va être au moment de l'allaitement, notamment les premiers jours, où on envoie des informations pour développer des bactéries au niveau des intestins qui sont responsables à 80% des défenses immunitaires de l'organisme. Ça, c'est la première chose. Donc évidemment qu'un enfant qui sera sorti par césarienne et qui n'est pas allaité, où la mère aura eu un mode de vie délétère pendant sa grossesse, il aura déjà une immunité moindre. Donc on n'est pas tous avec les mêmes conditions. Et donc après cet enfant, il a le choix d'être vacciné, c'est-à-dire de dire à la fois on anticipe et à la fois on crée, on reproduit artificiellement la nature en disant on va forcer le système à développer une structure répondant à l'agression du vaccin pour ne pas développer la pathologie. C'est l'approche vaccinale. L'approche vaccinale allopathique, moderne et occidentale. Et donc au niveau homéopathique, on dit la nature est bien faite. L'immunité va se développer grâce à la pathologie. Donc il ne faut pas la combattre. C'est-à-dire que les 6 exercices immunitaires correspondant aux 6 pathologies infantiles les plus répandues, que j'ai nommées précédemment, sont absolument nécessaires à la construction de la bonne santé de l'enfant, mais pas de l'enfant, de l'individu jusqu'à sa fin, pour lui permettre de développer un système immunitaire robuste. C'est une trajectoire opposée, et c'est plutôt de dire on ne coupe pas le symptôme, on ne coupe pas la fièvre, par contre on peut jouer avec des dilutions homéopathiques pour accélérer le processus, faire une grosse sortie de fièvre. C'est-à-dire pousser la pathologie à aller au bout de son... Enfin, ce qui est appelé pathologie, mais en fait le symptôme efficace, ou l'exercice, on va parler d'exercice plutôt, pour être cohérent, on va pousser l'exercice à se faire le plus rapidement possible, pour que tout le monde soit rassuré, enfants, encore que les enfants sont rarement inquiets, c'est les parents qui sont inquiets, et puis que tout se manifeste le plus harmonieusement possible. Et du coup, si on crée un vaccin, ou si on coupe l'expression de cet exercice, on va couper naturellement le développement du système immunitaire. Alors il faut le voir comme des choses en cascade. On va dire c'est comme si on faisait des fondations. Il va y avoir le ciment, il va y avoir l'eau, il va y avoir... Je ne suis pas maçon, donc ce sera approximatif, je vous passe les dosages. Le ciment, on va prendre l'eau, on va prendre le sable, on va prendre aussi des barres de ferraille. Tout ça a un sens. Il manque l'un, l'assise ne va pas être solide, on va se construire bon an mal an. Et il va nous manquer ça toute notre vie. On ne soupçonne pas, en fait, alors on parle toujours, les vieux avant, ils mangeaient ci, ils faisaient ça, on parle toujours, on vient toujours me taquiner avec l'alimentation. Mon grand-père, il buvait du rouge et puis il mangeait de la viande, ok, d'accord. Il faisait d'exercice 10 heures par jour dehors, il était moins stressé, il mangeait bio, il s'est produit du gibier de la chasse, il n'a pas eu de vaccin, etc. Il avait été allaité peut-être pendant 9 mois. Ça en fait des circonstances. On ne va pas réduire qu'à ça. Et donc, quand bien même il y avait vaccin, ils étaient beaucoup plus tard. Donc, là où il y avait un développement de l'immunité qui avait déjà été entamé, donc, où le vaccin pouvait être, je pèse mes mots, mieux toléré. Là, on casse un processus naturel, tout en ajoutant une maladie, pour le fait, c'est pas un exercice.
Et le pire, c'est les adjuvants. Alors là, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la campagne du professeur Joyeux sur tout ce qui concerne l'aluminium. Et c'est extrêmement intéressant. C'est pas intéressant, c'est urgent de se penser sur le problème. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'en France où la vaccination en Europe est obligatoire, rendue obligatoire. C'est la plupart du temps recommandé, préconisé, tout un tas de trucs. Et le fait d'amener des doses d'aluminium massives, ça crée à chaque fois des micro-encéphalites. Alors ça peut passer inaperçu, mais bon, vu que généralement les premiers vaccins sont faits à l'âge de 2 mois, on va dire, votre enfant est comme ça de naissance. Mais en fait, on ne sait pas. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, de manière certaine, qu'il y a 2 millions d'autistes sur 65 millions d'habitants. Ça fait presque 4% de la population. Il y en avait quelques dizaines de milliers il y a 2 générations. Bon. C'est des questions à se poser, et ça, c'est de manière effective, ça ne peut pas être favorable à une bonne immunité. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu taquin à l'affiche, c'était de dire l'alimentation oui, mais l'hygiène oui, elle aura un rôle important. Mais si on sort de son orbite dès le plus jeune âge, il va falloir être costaud pour retravailler en profondeur tout ça. Et il y a des gens qui vont dire je comprends pas, je mange bio, je fais de l'exercice, je fais de la méditation et tout. Il y a un seuil limite. Et ce seuil, ce cadre-là dans lequel on peut évoluer, on va taper dans les recoins en essayant différentes pratiques, différents régimes alimentaires, différents exercices, différentes approches, et on tapera toujours à la limite. Très 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 souvent, ça viendra de cette déficience immunitaire infantile qu'on ne pourra jamais retrouver. Avec l'expérience aujourd'hui, j'arrive à voir tout de suite au niveau intestinal, je me dis tu n'as pas été allaité. C'est surpris. On recherche cette flore-là tout le temps, de manière systématique après. Il y a plein de choses en fait qui manquent, et ça, c'est pas mesurable et c'est pas explicable scientifiquement. Mais il y a peu de choses en fait qui sont explicables scientifiquement, parce que c'est tellement des imbrications. Vous êtes le fruit de multiples événements dans votre vie. À partir de l'union de vos parents respectifs, il s'est passé tout un tas de choses au niveau biochimique, tout un tas d'interactions. Donc on ne peut pas venir dire de manière certaine c'est ça ou c'est ça, et on ne peut pas le mesurer. Par contre, on sait qu'en empilant des choses, on va dire, agressives pour le système, celui-ci ne se développera pas de manière optimum. C'est pas pour noircir le portrait, mais en tout cas, c'est un état des lieux qu'il faut faire, parce que sinon ce ne serait pas correct de parler de développer l'immunité en laissant entendre que ça serait possible dans toutes les conditions. C'est faux, et ça serait vendre du mensonge, et c'est pas le but, c'est d'être cohérent. Par contre, il y a toujours des solutions. Dans toute mesure raisonnable, évidemment. Et là, du coup, la cohérence, c'est d'aller vers une approche homéopathique pour endiguer les effets de ces vaccins, pour laisser se réexprimer la maladie. Il y a des gens à 40, 50, 60 ans qui refont une rougeole, qui refont une rubéole, qui refont ça, et ça ressort avec le traitement homéopathique, là où ça avait été coupé, où le processus avait été coupé pendant l'enfance. Et bizarrement, après cette poussée-là, les gens disent j'ai toujours des maux de tête, je me sentais toujours là, fatigué, les bras lourds, et j'ai plus ça. C'est explicable, mais du point de vue autre que la triple imbrication que j'ai parlé. Parenthèse fermée pour ça. Autre parenthèse que j'avais à demi ouverte, qu'est-ce que la maladie? Et donc là, à travers l'exemple, qu'est-ce que la maladie? C'est l'expression d'un nettoyage du corps et d'un développement, c'est-à-dire une extériorisation de ce qui avait été amené à l'intérieur, à travers on va dire une hygiène non correcte, qui peut être plus ou moins volontaire. C'est-à-dire, je n'ai pas le choix de respirer de l'air pollué ou de boire de l'eau pas saine, ou voilà, ça c'est pas mon choix, des fois je ne peux pas le savoir, ou un sommeil stressant ou autre. Ça crée des amas toxiques dans la cellule. Je ne vais pas développer, j'ai fait tout un tas de conférences là-dessus qui sont accessibles aussi en audio, donc voilà, ça renvoie à la fois à l'équilibre acide-basique et à la fois à la détoxination. En tout cas, ça congestionne la cellule. Et le corps, lui, va chercher à remettre ça vers l'extérieur. Alors ça va être le mucus, au niveau nasal, ça va être les crachats au niveau de la bouche, les petites croûtes au coin des yeux le matin au réveil,
évidemment les selles, évidemment les urines, la transpiration qui va être plus ou moins abondante et odorante. Ce sont des sorties du corps pour faire sortir ces matières, on va dire, empoisonnantes et limitantes dans l'expression de la bonne santé. Donc toute maladie est une tentative de rééquilibrage énergétique global de la fonction vivante du corps humain. Si le système immunitaire est suffisant, la pathologie ne sera pas mortelle. S'il est défaillant, ça devient mortel. Et donc le but, c'est évidemment d'intoxiquer le moins possible l'organisme, tout en développant son système immunitaire et sa vitalité. C'est les deux choses sont à mettre en balance. Et on assure que quelles que soient les infections extérieures, on a toujours un capital pour revenir à mettre à niveau. Et on fera des crises d'élimination brèves, et on ne tombera jamais dans le chronique. Les affections chroniques, toute pathologie chronique, ce sont des symptômes aigus qu'on a hérités, qui n'ont pas pu s'exprimer jusqu'au bout, puisqu'on a contré de manière allopathique ou naturelle. Parce que si je vais utiliser des plantes ou des huiles essentielles pour contrer, dire qu'il faut calmer la sortie, j'aurai la même approche que l'allopathie. Donc si je ne laisse pas l'ensemble sortir, s'exprimer, eh ben, ces crises aiguës vont se rapprocher jusqu'à devenir chroniques, et puis avoir un état inflammatoire global, et puis on va dire tout dysfonctionne. Les gens qui viennent me voir en me disant, je dis quel est le problème, il n'y a rien qui va. Mais souvent il y a une cause. C'est dur dessus, mais on ne va pas faire le lien entre les douleurs articulaires, les douleurs gastro-intestinales, les maux de tête, les tendinites à répétition, les congestions ORL. On se dit, il n'y a rien qui va. C'est juste qu'on empile, puis au moment de faire la vaisselle, c'est le bazar. Là, le but d'avoir une hygiène de vie hypotoxique et de développer son système immunitaire, c'est de faire la vaisselle de manière régulière et de jamais se laisser déborder. Donc là, le gros point, sans doute celui pour lequel vous êtes venu, l'alimentation. Pas vous décevoir. Donc l'alimentation. L'alimentation, pour en parler des heures, déjà un constat, je pense que vous l'avez vu, et puis là, si vous êtes ici dans un magasin bio, je pense que vous êtes sensibilisé à l'alimentation bio. Donc évidemment qu'une pomme qui a subi 30 traitements chimiques, il va falloir que notre système immunitaire il réagisse face à ça, parce que ça n'existe pas de manière endogène et naturelle, puisque c'est des additifs synthétiques créés par l'homme, qui n'existent pas, donc il faut déjà les combattre. Et puis la deuxième chose, c'est que pour combattre ça, il va falloir un capital qui repose sur des présences de nutriments. Et vous avez sans doute tous vu ces choses virales tournées, qui sont vraies. Une pêche aujourd'hui contient 40 fois moins de nutriments qu'il y a 60 ans, ou une pomme 100 fois moins de vitamine C. Ça c'est vrai. Des choses comme ça. Donc évidemment que si la pomme est déjà moins riche et plus intoxiquée, c'est sûr que l'alimentation va jouer sur ce système-là, puisqu'on va demander plus d'un côté tout en apportant moins. Donc ça c'est la logique. C'est très bête ce que je vais dire comme conseil, je vais le redire, mais comment remplir l'assiette avec des aliments frais et sains? Je serais presque tenté, et variés, et point j'ai envie de dire. Alors, c'est pour avoir les nutriments essentiels, et puis pour avoir le spectre le plus large. Alors il y aurait la facilité de se dire, je vais aller vers les compléments alimentaires, comme ça je serai sûr d'avoir tous les apports nutritionnels suffisants. Alors qu'est-ce que c'est réellement efficace sur la durée? Est-ce que c'est respectueux de la physiologie du corps? Est-ce que c'est biodisponible aussi pour la cellule? Bon, ça j'en reviendrai à la fin sur les compléments alimentaires, mais parce que c'est vrai qu'on dit il y a le zinc, il y a le fer, on en parlera un petit peu de ces nutriments qui sont intéressants. Tout miser sur le complément, évidemment, ça serait donner une portion trop restreinte à l'alimentation. Ce qu'on peut expliquer, tout à l'heure j'ai parlé de la plante, comme système vivant qui avait une défense immunitaire, et c'est tout l'argument de l'agriculture traditionnelle. Alors traditionnelle, pareil, traditionnelle de manière moderne et occidentale. La tradition il y a 200 ans, c'était pas de mettre des engrais, des pesticides. Donc, les mots ont une importance, et pareil, ils sont très contextuels.
Donc c'est de dire, le bio, de toute façon, c'est nul, ça crève tout de suite, ça n'a pas de défense. Si on part du postulat que les défenses immunitaires se créent à partir de nutriments, la plante aussi, elle va avoir besoin de nutriments pour développer son système immunitaire. Est-ce qu'il y a des nutriments dans le sol? De moins en moins, ça on le sait. Est-ce que les sols sont vivants? De moins en moins, on le sait. Puis, si on n'est pas convaincu, on retourne une mode de terre, on regarde s'il y a des vers de terre. S'il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de micro-organismes. Et s'il n'y a pas de micro-organismes, il n'y a pas de vie. Donc ça, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, on sait que la potasse, tous les engrais chimiques appauvrissent les sols. Carencés en zinc, en manganèse, en fer, tout un tas de principes vitaux, d'éléments nutritionnels vitaux pour la plante. Et donc du coup, elle doit se développer bon an mal an avec ces carences-là, mais qu'on apporte de manière synthétique, chimique, externe. Donc la plante pousse. Et puis, on va la doper pour qu'elle soit résistante aux intempéries, parce qu'elle n'a pas de système immunitaire. Donc on la crée de manière artificielle. Mais alors, évidemment, c'est très... l'image que je fais est très grossière, mais vous appliquez évidemment ça à l'humain. Mer carencée, c'est le sol. Et puis les choses artificielles qu'on met, c'est les vaccins. Et puis le fait de ne pas être résistant aux intempéries pour la plante, c'est le fait de ne pas être résistant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à 300 km de chez eux, ils sont tout barbouillés. Ils changent à peine de région, c'est-à-dire l'être humain est de moins en moins adaptable. Alors que c'est ce qui fait sa spécificité, c'est ce qui a fait son développement, ce qui a rendu possible la colonisation du monde entier. Donc, dans cette analogie, la plante est sous tutelle de la synthèse. Et puis il y a l'autre approche qui est de dire, je laisse le sol en jachère, qui a la formidable particularité de se régénérer tout seul. C'est incroyable. Donc le sol jeûne, et refait ses réserves. Je mets une plante dedans, évidemment si les réserves sont là, la plante en bénéficie, elle peut construire enfin son système immunitaire, harmonieusement avec la nature. Et là, l'homme qui va manger cette plante, si elle n'est pas carencée, l'humain ne sera pas carencé. Vous voyez la chaîne? Si le sol est carencé, l'humain en bout de chaîne est carencé. C'est impossible que ça soit autrement. Donc c'est la composition et la richesse des sols qui est la clé pour demain. Faire pousser des choses, on le fait, la mer de plastique, là, en Espagne, les plantes, elles poussent hors sol. Elles n'ont jamais vu de la terre. Comme les vaches qui ne voient pas la lumière du jour, les grandes exploitations, aujourd'hui, on arrive à faire des choses sans la nature. C'est pas un souci. On pourra peut-être faire juste une vache avec un pis géant, qui pourra être très, sans doute. Déjà au niveau génétique, les Chinois arrivent à faire du lait de vache qui a les propriétés humaines, du lait humain, par modification génétique. Bref, ça c'est autre chose, mais pour vous dire qu'on peut tout faire. En tout cas, si vous regardez en Espagne, la culture en hydroponie, donc hors sol, c'est de l'eau en bac, dans lequel on met des engrais chimiques liquides, les racines trempent dedans et la plante pousse. Donc elle ne voit pas le soleil parce qu'il est filtré par la serre, mais il y a de la luminosité, c'est ça qu'il faut, de la chaleur. Et donc des substrats de nourriture. Et c'est un aliment. Alors, c'est un nom d'aliment, après c'est à chacun de faire son choix. Si les gens avaient ces images-là dans les magasins traditionnels, sans doute qu'ils prendraient la tomate qui a déjà vu un brin de terre. Sans doute. Mais on ne voit pas ça, la plupart des gens n'ont pas cette information-là. Ils ne savent pas la composition nutritionnelle. Si on mettait la composition nutritionnelle des aliments en plus des composés chimiques, tout le monde mangerait bio. On dirait, c'est pas possible que je mette du E410 benzinc Z dans mon organisme. Je vais plutôt mettre 4 fois plus de vitamine C. Ça paraît bête dit comme ça. Mais c'est tout un langage. Pardon ? Je dis, on est quand même de plus en plus renseignés. Donc, oui, mais il y a des gens qui sont très surpris. Là, vous venez ce soir dans une conférence, dans un contexte que vous êtes déjà un peu dedans. Mais il y a des gens qui tombent des nues. Vous leur dites, il y a des vaches qui voient jamais le jour. C'est pas possible. On a l'image. Est-ce que vous avez déjà vu des porcs dans des champs? Jamais. Vous n'en voyez jamais. Et demain, vous verrez très peu de vaches dans les champs. On en voit de moins en moins. C'est-à-dire, on arrive à optimiser. Ça se fait en... Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le milieu agricole et puis qui travaillent au niveau européen et dans des fermes
d'Allemagne de l'Est, tout au nord. Ils jouent sur les durées d'éclairage. Pour les vaches, elles sortent jamais. Pour augmenter la production de lait, gagner un petit peu. C'est ce qu'est fait avec les poules. Et on fait des durées de jour plus courtes pour qu'elles fassent plus de pontes. Enfin voilà, on artifie. La plupart des gens voyaient les réduits. Il y a plein de gens qui deviennent végétariens en disant j'ai vu un reportage. Donc ils l'ont découvert. Mais il y en a qui ne le découvriront jamais. Et il y en a qui découvriront jamais toutes les cochoncetés qu'on peut mettre en agriculture traditionnelle. Parce que dans traditionnel, ça veut dire tradition. Et on ne va pas dire agriculture traditionnelle, on va dire agriculture. Et on va dire agriculture biologique. Donc, au niveau de la sémantique, c'est-à-dire, on rajoute une particule à une agriculture qui ne rajoute rien. Donc c'est tout un travail de l'esprit presque cloisonnant, où le consommateur se dit, c'est une agriculture bizarre, le biologique, on est obligé d'y rajouter une particule. On devrait dire agriculture chimique et agriculture. Et il n'y a rien de traditionnel dans le fait de mettre des... Et tout est construit comme ça, parce que c'est très bien marketé. L'alimentation, c'est du marketing aujourd'hui. C'est pas être complotiste de dire ça. Le but, c'est de vendre des aliments. L'alimentation est industrielle, de manière effective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit... Là, moi j'ai déjà vu des gens, des personnes âgées sur des marchés dire « Ils sont sales, vos fruits et vos légumes. » Oui, il y a de la terre dessus. Le maraîcher était un peu désemparé. Il disait, je viens de les cueillir ce matin, je ne peux pas vous donner mieux. On préfère la tomate rouge fluo, parfaite, mais qui n'a jamais vu un brin de soleil véritable, et qui n'a jamais vu de la terre. Et c'était une dame qui avait 60-70 ans, là, j'étais tombé des nues, je dis, elle n'aura jamais cette information-là. Et ça l'arrange de ne pas l'avoir. Parce qu'elle aura des tomates toute l'année, 2 fois moins cher. Parenthèse. On commence à avoir des légumes, enfin j'ai vu ça à l'occasion d'un reportage à la télévision, et des légumes qui sont justement biscornus, etc. On commence à en vendre, paraît-il, dans certains... Très peu, parce que là, là vous pourriez en parler aux gens du magasin, il y a tout un tas, il y a des personnes qui... Si vous regardez tous les poivrons, normalement, il n'y en a pas un de pareil. Mais là, dans les magasins, vous verrez, ils sont tous pareils. En fait, ils sont calibrés, parce que sinon, on considère qu'on dupe le consommateur. Donc, dans les magasins, quels qu'ils soient, vous en trouverez que chez les maraîchers. Mais en grande surface, tout est calibré, tout est pareil, même concombre, même courgette, c'est pour que le consommateur ne soit pas trompé. Bon, il est trompé autrement, mais ça existera chez les... D'ailleurs, il n'y a que les maraîchers locaux qui vont vous ressortir des variétés anciennes. Et là, la preuve que que là, du coup, on est vraiment sur de l'affaire qui est que mercantile. Si vous avez suivi un petit peu les procès qu'ont eu Cocopelli, les jugements qui ont été rendus en leur défaveur, c'est-à-dire, en fait, vos graines anciennes, vous n'avez pas le droit de les commercialiser. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas assez productives. Mais j'ai le droit d'avoir des graines pas productives dans mon jardin. Et non. Donc ça veut bien dire qu'au niveau législatif, la justice dit clairement, ces graines-là ne sont pas bonnes à vendre, parce que pas assez rentables. Même au niveau jardin individuel. Donc maintenant, on considère l'argument premier au niveau de l'alimentation, c'est le rendement. Ce n'est pas la digestibilité humaine, c'est pas la santé, c'est la qualité à avoir un rendement et à être stockable et commercialisable. Donc sur les 200, 300, 400 variétés de tomates qui existent, vous en trouverez au mieux 4-5 dans le commerce. Celles qui sont facilement calibrables, facilement disposables, et puis qui ne s'abîment pas trop. Même chose pour les poires, les pommes pareil. On est dans un champ réduit. Et donc un champ réduit au niveau nutritionnel aussi. Et donc là, la vitalité, l'immunité, c'est l'exposition à la diversité. Mettez l'enfant au contact de la poussière, il ne sera pas allergique à la poussière. Ça paraît bête dit comme ça. Il y a très peu de temps, enfin moi je me rappelle, je viens de la campagne, quand on allait chez des vieux pour carnaval demander des beignets ou des trucs comme ça, ils s'accrochaient, on se demandait si c'était la cuisine ou l'étable, quoi. Généralement c'était à côté. On la faisait son immunité. Forcément, alors aujourd'hui on passe aspirateur, on met des anti-acariens, des trucs, et il n'y a jamais eu autant de pathologies ORL et de fragilité. Est-ce que c'est bon d'aseptiser ? Est-ce que c'est bon de stimuler ? Alors sans tomber dans l'excès, là, de se demander s'il y a une vache ou
ou un chien qui va sortir, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Il y a quand même un juste milieu. Mais, alors on tombe dans le truc, c'est heureusement que je fais autant le ménage, déjà qu'il a des problèmes. Bah, peut-être que si tu faisais moins de ménage, j'aurais moins de problèmes à long terme. C'est l'exposition. C'est-à-dire que si j'ai jamais vu le soleil, je fais sortir 1 heure au soleil, j'aurai après un coup de soleil. Si je le vois régulièrement, ça va me aller un petit peu la peau. C'est juste ça. L'entraînement, le corps, il demande qu'à être stimulé. La première fois que vous allez recourir, là, quand il va faire le printemps, vous allez avoir des crampes, des courbatures, vous allez cracher vos poumons. Au bout de 10 sorties, ça serait opérationnel, ça va rouler. L'exercice et la stimulation. Et ben, pourquoi ça serait pas la même chose pour l'immunité? Une cellule, c'est une cellule. Qu'elle soit musculaire ou autre, elle demande une stimulation. Alors pour revenir à l'alimentation, je ne vais pas vous parler d'autre chose que des végétaux, évidemment, parce que je vous parle que de ça depuis le début, donc vous vous doutez bien que c'est là-dedans qu'on va trouver ce qui convient. Alors, on a dit que ça se passe en 2 temps, la dépuration et l'apport nutritionnel. Alors dépuratif, là ça va arriver, les asperges par exemple, les concombres, et des choses comme ça, les carottes, enfin tout ce qui va être diurétique, l'artichaut, enfin ce qui fait travailler le foie, ça, voilà. Tout ce qui va réguler le transit intestinal pour avoir des évacuations régulières, pas d'intoxication au niveau intestinal, tout ce qui va favoriser la pression sanguine, voilà. Donc de manière basique, déjà c'est de manger assez, il faut un apport calorique suffisant pour le système immunitaire, parce qu'évidemment si on est en sous-nutrition, ce qui se passe quand même dans la majeure partie du globe, il ne faut pas oublier, donc là on sort du point de vue occidental, mais évidemment on ne pourra pas développer un système immunitaire suffisant sans une bonne nutrition. Et donc c'est là où les chiffres sur les vaccins sont biaisés. On se dit, regardez, à telle époque, mais il y a eu l'eau qui a été mieux, les égouts, meilleure nutrition, meilleure qualité de travail. Je vais traiter très rapidement les nutriments essentiels. On va y passer rapide, parce que c'est pas essentiel. Donc la vitamine A, donc elle stimule la prolifération de globules blancs et la production d'anticorps. Le manque réduit de vitamine A va induire une baisse de la réponse immunitaire, et puis on va être vulnérable aux virus comme la rougeole et à certaines bactéries, dont celle du tétanos. Alors, hier soir, j'écoutais une conférence d'un médecin homéopathe suisse, 75 ans. Alors, il a démonté tout de suite le vaccin du tétanos en disant, moi il m'est arrivé d'avoir des cas de personnes qui ont 2 fois le tétanos. Donc on devrait être immunisé par la maladie. Donc s'il a eu 2 fois, c'est qu'il n'avait pas été immunisé. Donc faire le vaccin du tétanos, preuve que ça... D'ailleurs, vous en avez plein, des gens qui sont vaccinés contre le tétanos, c'est qu'ils l'ont. Donc ça sert à rien. Si c'était à mettre le corps en danger. Bref, c'est une parenthèse, mais une parenthèse qui mérite d'être précisée, parce que c'est souvent sur celui-là qu'on insiste. Donc la vitamine A, elle est aussi essentielle dans le maintien des barrières physiques, pour prévenir les affections au niveau de la peau, et toutes les différentes muqueuses, et aussi la muqueuse intestinale. Donc au niveau des sources alimentaires, le bêta-carotène, on va le trouver dans tous les fruits et les légumes qui sont colorés, donc la betterave, la carotte, patates douces, etc., etc. Et puis tout ce qui est verdure, donc les bêta-cardes, les choux frisés, les choux verts, les tomates aussi. Voilà. Donc toutes les vitamines du groupe B, il y a tout un tas. Là je reviendrai en plus en détail dessus, mais ça va être notamment le cas dans les champignons. Les champignons, c'est intéressant parce que c'est une bactérie. Alors, il y a tout un pan là de la recherche scientifique pour le coup, qui se rend compte de l'importance des bactéries. C'est qu'on a passé un demi-siècle, un peu plus, un siècle, un peu plus, merci Pasteur, à combattre les bactéries. Puis là on se dit, peut-être qu'en fait elles servent à quelque chose. Surtout celles qui sont endogènes, et peut-être qu'au niveau de l'azote, alors là on a un énorme pan de la médecine qui est en train de s'ouvrir à ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis on se rend compte que de toute façon la bactérie est résistante. On peut essayer de la pulvériser avec des antibiotiques, avec ce qu'on veut, elle sera toujours résistante. Par contre c'est le contexte dans lequel elle va évoluer, donc c'est la notion de terrain. Donc là c'était la différence entre Béchamp et puis Pasteur. Je vous invite à regarder là-dessus, on ne va pas épiloguer, mais c'est très très intéressant. Donc la notion de terrain, donc, je renvoie à ce que je dis depuis tout à l'heure. Troisième nutriment, la vitamine C. Donc là, on sait que ça a des propriétés anti-fatigue
élémentaires. Ça va aussi augmenter l'absorption du fer, par 50%, elle est antioxydante, elle protège les globules blancs d'oxydation, etc. C'est une action stimulante. Bref, la vitamine C partout, dans tout ce qui est cru, en fait, dans tout ce qui est frais. C'est par la cuisson qu'on va la détruire, donc manger cru et frais. Quatrième nutriment, la vitamine D, donc j'en parlais en préambule, l'ensoleillement, pour le coup, ou l'huile de foie de morue, comme on donnait avant. Bon, si on est motivé, pourquoi pas. Sinon, prendre le soleil, ou là, pour le coup, moi je suis assez pour, surtout en Franche-Comté, une complémentation. C'est guère le seul complément que je recommanderais très 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 volontiers pour la période hivernale. Donc pas comme c'est souvent recommandé par une unidose hyper dosée, plutôt par des apports quotidiens sur base de support gras, de l'huile de colza, voilà, vitamine D3. Donc là, clairement, on sait que c'est une action pour le métabolisme du calcium, etc. Puis vraiment, c'est lié à l'immunité. Et là, il y a tout un tas d'études, notamment sur les pathologies auto-immunes émergentes. Donc c'est toujours pareil. Pathologie émergente, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'était émergé avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, les maladies auto-immunes, moi je leur dis merci parce que ça me fait travailler. Mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire la polyarthrite rhumatoïde, les lupus, puis après alors, tout ce qui dérive autour, il y en a tout un tas. Dérèglement thyroïdien, on n'en parle pas. Enfin, tout un tas de choses, tout un éventail, et on se rend compte qu'en augmentant les doses de vitamine D, il y a des effets très positifs. On va en trouver un petit peu dans les œufs aussi, la vitamine D. Parce que ça va dépendre évidemment de la qualité de l'œuf. Vitamine E, aussi, 5e nutriment. Là, on n'en fait pas beaucoup mention de cette vitamine qui est antioxydante. On dit que c'est surtout en cas de vieillissement qu'on a besoin de cette vitamine. Moi, je trouve que c'est toute la vie qu'on en aurait besoin. Là, on va trouver surtout dans le chou vert, dans les feuilles de moutarde, les graines germées aussi, les bêtes de carle, les navets, ça va être ces aliments-là. Kiwi aussi, puis des petites baies comme le bleuet. Là, vous allez en trouver. Là, ça va être la santé de la peau, et puis pareil, vraiment jouer sur les barrières protectrices externes. L'autre nutriment, et là on passe sur les oligo-éléments, c'est le sélénium, pareil, qui est assez peu connu. Et là, je parlais de thyroïde, c'est très efficace. Sélénium, surtout les noix du Brésil. Une noix du Brésil, vous avez votre sélénium pour la journée. Voilà, ça c'est antioxydant, et puis ça intervient sur des zones d'affection très spécifiques. Sinon après ça va être tout ce qui est produit de la mer, mais autant rester sur les noix du Brésil, d'un point de vue. Autre oligo-élément, le cuivre. Alors le cuivre, là c'est pour le coup, on sait que c'est bactéricide, clairement. Parce que là, c'est pour ça que l'eau est transportée été, parce que ça coûte cher le cuivre maintenant, donc on essaie de gratter un peu dessus. Donc là c'est au niveau microbe, on est sûr que c'est sain. Et puis alors là c'est un nutriment qu'on dit nécessaire aux cellules éboueuses, c'est-à-dire que c'est celles qui vont évacuer les déchets, donc les macrophages dont j'ai parlé en préambule, et puis qui vont être absorbés par les micro-organismes. Donc le cuivre, là vous allez en trouver pareil, ou dans les crustacés, de l'autre côté, plutôt dans les céréales, et plutôt germés. Voilà. Fer. Là on se dit un manque de fer, c'est clair, ça se traduit par de la fatigue. Alors il y a tout un tas de débats autour du fer. Alors j'en avais parlé dans une conférence il y a 2 ans que j'avais fait ici, je crois. Donc il y a des études qui sont sorties comme quoi le fer animal, ça serait vraiment assez malfaisant. Et que donc il fallait plus s'orienter vers du fer végétal, quand bien même il serait positionnel, moins biodisponible. Mais si vous regardez les chiffres, il n'y a pas... une alimentation végétale équilibrée, vous avez votre lot de fer. Alors là, évidemment, c'est tout ce qui va être verdure, les aliments qui sont verts. Là, on est vraiment sur le sang. Et puis, ça va être tout ce qui est... Alors, les symptômes, ça va être les crampes, la nervosité, la fatigue, etc. etc.
Un autre nutriment aussi alors on en parle très souvent sur le système immunitaire parce que c'est très présent dans les compléments alimentaires, que ce soit des sprays pour la gorge, que ce soit des pilules à prendre ou autre, c'est le zinc. Alors là, ça aide à résister aux infections. Bon, il y a des études contradictoires dessus, j'en sais rien, je sais pas trop du coup. Il y en a qui disent que c'est très bien, d'autres que c'est pas bien. En tout cas maintenant, comme la Javel, c'est un argument commercial. S'il y a du zinc, on est plus porté à acheter. S'il y a marqué Javel, on dit que c'est bien. Enfin, la plupart des gens se disent que c'est bien. Donc même si les industriels savent que la Javel c'est pas aussi efficace qu'on le dit, ils en mettent juste parce que, même s'ils en mettent 1%, parce que le fait de le mettre ça fait vendre, on met aussi systématiquement du zinc parce que ça fait vendre. En tout cas, le zinc, au niveau endogène, il protège les membranes des cellules des radicaux libres, et puis il soutient le système immunitaire, ça c'est évident. Alors là, on va en trouver dans les graines de courge, dans les aromates, les légumes verts, les asperges, les champignons, puis aussi le miso, que j'aime particulièrement, c'est pour ça que je le cite souvent. Enfin, que j'aime au niveau de ses propriétés, puis que j'aime aussi au niveau gustatif. Alors sinon, en tant qu'aliment spécifique, alors on va plutôt pas parler de trucs exotiques, comme le miso, on va rester très, très local. Les aliacées, enfin l'ail surtout. Moi, je trouve que on a un aliment qui est exceptionnel, qu'on néglige trop souvent, qui a des propriétés multiples. Son seul défaut, c'est de donner une mauvaise haleine. Mais bon, c'est pas. Si on mange tous de l'ail, personne n'a mauvaise haleine. Donc du coup, là pour le coup, moi c'est un aliment que je trouve vraiment excellent. C'est un tonique sanguin, c'est un dépuratif. C'est un stimulant, et puis là pour les affections, il n'y a rien qui y résiste. Et si on parle de. Enfin là, vous connaissez le traitement sur les vers intestinaux, le fait d'utiliser de l'ail, ça. Pour connaître un peu le Maghreb, là-bas c'est graines de courge et ail. Beaucoup dans l'alimentation comme ça, mais on se dit l'euro, leur hygiène, etc. Et, tout se stimule en fait, tout s'adapte. Donc antiseptique, antioxydant, anti-inflammatoire, antimicrobien, donc anti-tout, donc pourquoi s'en priver quoi. Puis en plus, c'est sympa au niveau du goût, ça se met avec tout. Alors on dirait il faudrait 2 gousses d'ail par jour. Voilà. Si on parle des ails, on parle aussi des oignons. Alors pareil, le truc, ça c'est dans la mythologie, mais bon bref, non, je ne parle pas. Il y a l'ail pour les vampires, etc. Mais ça chasse. On dit que en gros, ça chasse le mal, mais à l'intérieur, quoi. Les gens ont fait une imagerie extrapolée. Par contre, ce qui est très vrai, et ça a été découvert par empirisme, c'est pour l'oignon. Il y avait des grosses atteintes de grippe, et même à des périodes purculées de peste, où il y a des foyers qui n'étaient pas touchés, pas du tout. En fait, c'était des gens qui laissaient pendre leurs oignons. Alors, moi, je le disais aux gens qui étaient souvent atteints de virus, c'est pas esthétique, encore que, coupez un oignon, vous posez sur votre table de nuit. Et il capte tout ce qui est toxique. Et il noircit, il devient vert. Et vous ramassez rien. C'est pour ça que je dis aux gens, mettez toujours les oignons à part, et souvent dans des tiroirs, parce que sinon vous captez toute la merde, puis nous on va la manger, donc c'est pas terrible. Mais en tout cas, ça a vraiment des propriétés étonnantes, et qui ont été découvertes comme ça, dans des fermes où il y avait de l'oignon partout. Il faut les... faut les entailler. Il faut les entailler. Oui. Ouais. Mais autrement, pour les conserver, il faut les... on les hermétiser, quoi. Dans ma cuisine comme ça, quoi. En fait, les couper du contact extérieur, quoi. Parce qu'ils vont prendre ce qui est... Même avec les plures. Évidemment que ça fera une barrière, autant... ça fera une barrière, mais c'est sûr que ça fera une barrière efficace. Mais autant les mettre à part. Ça dépend comment ils auraient été cueillis, enfin, on ne sait rien. En plus, les mettre à l'absence de la lumière, ça permet de les garder plus longtemps, puis éviter qu'ils germent. Faire sortir le germe. Un autre aliment aussi, là je l'ai parlé en préambule, c'est le champignon. Enfin, les champignons. Alors, il y a un champignon qui est roi, c'est le shiitake, ce qu'on appelle champignon noir, qui est un peu très répandu en bio. Bon, c'est bourré d'antioxydants qui protègent les cellules de l'organisme. Alors, il contient un élément qui s'appelle l'antinane. C'est un polysaccharide qui aurait comme un rôle protecteur sur certains cancers et qui stimulerait le système immunitaire, donc le travail des bonnes cellules, des cellules saines, on va dire. Mais de manière générale, la plupart des champignons sont antimicrobiens. Donc voilà, c'est intéressant. Les choux, notamment les choux de Bruxelles. Donc là, c'est phytonutriments, puis beaucoup de composés azotés, ce qu'on appelle des indoles, qui
qui limite l'incidence de certains cancers. Voilà, on sait que le chou, pareil, hein, le chou de manière externe, peut-être des feuilles de chou sur des brûlures, sur des entorses. Ça, c'est des remèdes de grand-mère, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'agisse pas à l'intérieur. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des baies rapidement avec la vitamine E et les bleuets. Il y a aussi les myrtilles, les framboises, qui agissent comme un antibiotique naturel, très riche en antioxydants. Donc si vous regardez les quelques exemples que j'ai donnés, c'est des choses qu'on trouve tout au long de l'année. C'est réparti sur toute l'année. Donc pour ça, manger de saison local frais, votre immunité, en tout cas, si elle dépend de l'alimentation, pas trop de soucis. Et puis si on veut être un peu plus exotique, il va y avoir les oranges, les citrons, les curcuma surtout. Alors là, le curcuma, on sait que ça a des grosses propriétés antibactériennes. C'est pour ça que dans certains plats préparés, notamment en Inde, pour éviter la putréfaction de la viande, on fait des préparations à base de viande et puis de curcuma. Si on est encore plus exotique, on va aller sur l'huile de coco naturelle. Là, c'est un excellent produit pour la thyroïde et pour le métabolisme de manière générale. Donc là, c'est au niveau de l'acide laurique que ça se passe. Et puis, évidemment, il faut la prendre qui est non raffinée, pure, etc. On ne peut pas passer, pour moi, à côté des aromates. Si vous regardez les aromates, surtout les aromates dans le sud, ça pousse sur des endroits très secs, très rocailleux. Il faut un sacré système pour se développer dans tout ça. L'observation de la plante va vous déterminer les qualités qu'elle pourra vous donner. C'est souvent le constat qu'on fait. Donc le thym, le basilic, voilà, ça va être des choses qui sont... le romarin, j'adore le romarin, la sarriette. Voilà, toutes ces choses-là, ça apporte de nombreux éléments nutritifs protecteurs. Voilà. Et puis, on ne peut pas passer aussi au niveau anti-inflammatoire et puis stimulant les acides gras oméga 3. Donc, on pourrait parler de chaînes courtes, chaînes longues, chaînes moyennes, tout ce qu'on veut. Donc, soit on prend les petits poissons gras, mais après, il y a d'autres choses. Moi, ce que je trouve très bien, c'est l'huile de chanvre, qui est pas particulièrement, enfin le chanvre de manière générale, parfaitement équilibré en oméga 3, oméga 6, qui se cultive partout, qui est très peu cher, qui se récolte bien, très riche en protéines. Enfin, moi, la graine de chanvre, je suis pour une très large dispersion, très large consommation. Donc, voilà. Le complément alimentaire, donc, attention, pour moi, ce serait facile de sortir tel ou tel truc miracle pour le système immunitaire, mais là, on reste sous la tutelle d'eux. Le but, c'est d'être indépendant. Et de ne pas avoir de béquilles. Donc il faut faire attention à la supplémentation, puis surtout faire attention aux doses. Des fois on a la peur, je veux surtout pas être malade, ou là je commence à être malade, je vais envoyer fort, quoi. Donc là ça déséquilibrera le système immunitaire. Si on doit en garder un, alors là ça serait plus quelque chose de respectueux de la physiologie humaine, notamment au niveau du système nerveux, ça serait des plantes adaptogènes. Alors de manière locale, on a très peu étudié ça, parce que c'est surtout les chercheurs russes qui ont travaillé sur la notion de plantes adaptogènes. Donc c'est essentiellement des choses qui viennent de Russie ou d'Asie proche, Russie comme la Chine. Et donc là, on évoquerait le ginseng, par exemple, qui est stimulante pour le système immunitaire, puis qui est un régulateur de toutes les fonctions nerveuses. Enfin, vous connaissez les propriétés du ginseng, on en fait assez de la publicité depuis 20-30 ans, à raison. Après, ça dépend de la qualité du ginseng, évidemment. Le ginseng, la particularité, c'est que ça pousse à l'ombre dans les forêts. Là, aujourd'hui, on l'a fait pousser en Californie dans c'est des forêts artificielles, en fait. On fait de l'ombre artificiellement. Donc, évidemment, la qualité est bien moindre. Et puis, évidemment, le sol n'est pas celui de l'Asie. Donc, le meilleur, c'est le ginseng rouge coréen. Puis sinon, le ginseng... Voilà, donc il y a des gens qui ont des rhumes chroniques qui en prennent beaucoup. C'est vrai que c'est un gros stimulant, mais c'est très respectueux du corps humain parce que c'est adaptatif. Puis ça travaille aussi sur le stress. Le stress, c'est la deuxième partie, donc ça me sert un peu de pivot à la conférence. Le ginseng, vous avez l'éleutérocoque qui est comme ça. Le romarin est considéré comme une plante adaptogène. Donc là, pour le coup, c'est moins exotique que le ginseng, mais pourquoi s'en priver? On a souvent tendance à penser qu'à l'autre bout du monde, dans des contrées reculées, on peut créer un imaginaire, que ce sera plus efficace que chez nous. Je pense pas. Je pense que la nature, elle est parfaite partout, où qu'on soit. Bon, la France est le deuxième pays au monde où il y a le plus de centenaires. Si on a réussi à se développer, c'est peut-être aussi qu'il y a un contexte favorable. Autant pas s'en priver, puis autant essayer d'arrêter d'importer du ginseng, du machin. Culture de romarin, ça fait peut-être moins rêver. C'est peut-être moins... marketable, mais bon, si ça fait ses preuves,
et qu'on peut le faire pousser dans son jardin gratuitement, autant pas s'en priver. Après, il va y avoir d'autres choses comme la chlorelle, bon, qui est plus répandue depuis plusieurs années. Vous allez avoir tout un tas de nutriments qui sont très bien, puis en plus il y a de la captation d'éléments toxiques dedans, donc la chlorella ça peut aider. Il y a le thé vert aussi, bon, les propriétés antioxydantes, là, on pourrait revenir avec plein de trucs. Là c'est ce qui est connu. Puis là la transition, ça va être, si on parle de boisson, le kéfir, la lactofermentation, moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Là je vous renvoie vers une conférence de 2-3 heures que j'avais faite, qui est écoutable. C'est pas celle que j'avais faite ici que j'avais enregistrée, c'est à Chalon-sur-Saône, où j'explique les bienfaits des aliments lactofermentés, donc je ne vais pas rentrer dans le détail dedans. En tout cas, le kéfir, on sait que c'est une boisson voilà, qui est très bénéfique pour l'apport en vitamines du groupe B, donc j'ai montré l'importance, et y compris la B12, et qui est régulatrice au niveau du transit intestinal, et donc j'ai expliqué que 80% de la réponse immunitaire venait des intestins, de leur production. Donc la qualité des intestins va déterminer la qualité de votre défense immunitaire. On en revient tout le temps à là, on revient tout le temps aux intestins. Si on extrapole, la lactofermentation va tomber sur les aliments lactofermentés. Il n'y a pas que la choucroute. Si vous allez dans les rayons ici, vous allez tomber des conserves d'aliments lactofermentés. Vous allez avoir de la betterave, du navet, de la carotte. Tout peut se faire lactofermenter. Absolument tout. Donc c'est d'en consommer régulièrement, pas beaucoup, 1 ou 2 cuillères à soupe de temps en temps, pour ensemencer notre flore naturelle. Et là ça paraît paradoxal, c'est qu'on dit, pour combattre les bactéries, il faut prendre des bactéries. Mais évidemment, vous doutez bien qu'il y a bonnes et mauvaises bactéries. C'est-à-dire on ne peut pas chasser les bactéries en fait. Ce système-là, cet écosystème-là, intestinal, s'autorégule lui-même. Vous avez en gros un pool de 2 kg de bactéries dans les intestins. C'est énorme, hein. Donc ça c'est vivant. Et ben, c'est vous. Enfin, c'est ce qui influence la personne que vous pensez être vous. Et suivant le développement de telle ou telle flore, ben, vous allez avoir telle ou telle expression de personnalité. Et donc là, pour boucler sur les compléments alimentaires, les probiotiques. Moi, j'y suis pas opposé. Si vraiment la personne a un système intestinal complètement défaillant, dysfonctionnant, pourquoi se priver de relancer, réamorcer la pompe, mettre un coup de starter, voilà, pour reconstruire quelque chose de sain, surtout s'il y a eu prise d'antibiotiques, surtout s'il y a eu agression antinaturelle, et ben de repartir sur des probiotiques. Alors il y a c'est une offre qui est très large, c'est à vous de vous renseigner sur les laboratoires, leur façon de travailler, la composition, etc. etc. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence complète. Moi, je préfère m'attarder plutôt sur la deuxième partie, sur le stress. Le stress, là, pour les défenses immunitaires, moi, je mettrais ça très largement au-dessus de l'alimentation. Donc, c'est pour vous voyez ça dans la tête que je le mets en deuxième partie. Pour partir plus avec ça, avec les informations que je vous ai données, je ne l'ai pas mis sur l'affiche. C'est une petite surprise. Il y a un organe, une glande, qui est absolument délaissée par tout le monde, sauf par Fabien Moine, parce que pas pour moi. Mais, vous en entendrez très peu parler en médecine allopathique, en médecine naturelle. Le thymus. Thymus. Très très peu parle du thymus. C'est la base, c'est là où on produit les lymphocytes. Je dis comment c'est possible, alors qu'il y a autant de maladies auto-immunes, donc défaillance du système immunitaire, qu'il n'y ait aucune réponse, aucune importance qui soit donnée au thymus. La raison est toute simple, parce qu'on dit, comme la rate, à partir de 13 ans, 12-13 ans, ça ne sert plus à rien. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, ça ne changera pas grand-chose. J'ai toujours été surpris de l'approche médicale de dire, en fait, il y a plein de choses qui ne servent à rien dans le corps humain. La vésicule, l'appendice, la rate. À la limite, on nous ferait presque dire que 2 reins, c'est trop. Ça ferait le boulot. Chacun sa perception des choses. Moi, je trouve qu'une glande qui a la capacité à diminuer de moitié son volume en 24 heures en conditions de stress, c'est qu'elle a un rôle à jouer. C'est le cas du thymus. Le thymus, il a cette capacité à diminuer sa taille de moitié en 24 heures
sous l'impact du stress. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Et donc, quand on fait des autopsies sur des gens, oh ben, le thymus est tout rabougri, c'est que ça doit vraiment servir à rien ce truc-là. Non, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi il est tout rabougri. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi, à 35 ans, beaucoup de femmes, la plupart des femmes qui prennent la pilule, ont des ovaires durs comme du bois. Des ovaires comment ? Durs comme du bois. Alors, presque nécrosés. C'est ce que les chirurgiens vous disent. On ne comprend pas. Bah si, on comprend en fait. On déclenche des mini-grossesses artificielles par la prise de pilule. Ben, c'est comme si une femme avait eu 200 enfants. Pas des ovaires super fonctionnels, puis après on va dire, c'est bizarre, il y a autant de stérilité. Bref. Mais il n'y a rien d'anormal en fait. Rien d'anormal à ce qu'il y ait des ovaires secs. Et rien d'anormal à ce qu'il y ait des thymus secs dans les conditions de vie dans lesquelles on vit. Alors, pareil, là, c'est côté de la Russie. Les Russes, ils ont 20-30 ans d'avance en médecine, quelle que soit la médecine. La problématique, c'est leur alphabet. Personne ne se casse la tête à le traduire. Et puis bon, bah, les Russes, ça depuis la guerre froide, c'est les méchants. Donc on les laisse généreusement de côté. Et ça paraît cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Hein. Toute l'approche quantique là, qu'on a, des prix Nobel, on dit, hurrah, ça fait 30 ans qu'ils sont dessus. Ça fait 30 ans qu'ils sont là-dedans, qui travaillent, on dit, c'est des illuminés. La thérapie sur le jeûne, c'est institutionnalisé depuis 30-40 ans. Alors nous on dit, super, le médecin a découvert que... Non, ils ont 4000 études scientifiques sur le jeûne. Donc tout est là, hein. Tout est posé. Je vous parlais des plantes adaptogènes. Aujourd'hui, super, on découvre que... On lance des études, puis on a l'impression d'initier quelque chose. Mais c'est pour ça que je faisais la blague, je disais le contexte. Triple contexte, c'est ça. On a une vision qui est occidentale, moderne, allopathique, et c'est tout. Mais on peut avoir plein de visions différentes. On peut avoir une vision plus asiatique. Par exemple, on est 6 milliards, on n'est pas que 3 ou 400 millions. Et donc, du coup, il y a tout un tas de développements, tout un tas de recherches scientifiques. À chaque fois, on nous sort l'excuse de il faudrait des études. Mais elles existent, des études, sauf qu'elles sont dans d'autres langues. Alors, si avec Internet, on n'arrive pas à faire communiquer les gens, je ne sais pas comment on va y arriver un jour. Si on ne veut pas voir, on ne voit pas. Et donc, les Russes, eux, ils ont vu qu'en fait, le thymus, il n'était pas rabougri par essence. Ils l'ont vu chez des jeunes de mort violente, où le thymus avait une taille 2 fois plus grosse que chez les individus normales. Donc là, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est affecté par stress. C'est pour ça qu'on n'y accorde pas d'importance, parce que qui va vous donner une solution contre le stress au niveau allopathique ? À part un antidépresseur, donc il va stresser votre organisme. Rien. Donc on n'a rien à proposer, donc on dit, on n'y peut rien. Sauf que moi, je trouve qu'on y peut beaucoup sur le thymus, et là, en cancérologie, il y a une branche en Allemagne qui s'intéresse à introduire des extraits de thymus animal sur des gens dont le système immunitaire est hyper défaillant, notamment les gens qui ont le sida. Et là, il y a des résultats très probants. Donc, c'est-à-dire que l'approche, ne serait pas... Déjà, des vers synthétiques, c'est très bien. Enfin, tant qu'on apporte une solution, quand bien même elle est bancale, c'est très bien. Puis après, c'est de dire, est-ce qu'il est possible d'avoir une action sur le thymus ? Bien sûr, s'il module sa taille, il peut le moduler dans un sens comme dans un autre. Là, c'est une glande qui se contracte, qui se rétracte, qui se dilate. Et donc, ça va être par l'épanouissement. Et donc, la gestion du stress. Donc, ça fait pas... Mais ça, on va dire, c'est le facteur numéro 1. C'est-à-dire qu'avant, on disait, le stress, c'est invisible, on ne se soucie pas. Beaucoup d'allopathes disent, je comprends rien ce que vous avez, c'est le stress, vous êtes stressé, vous avez mal aux intestins, c'est le stress. Sauf qu'avant, on est passé en 10 ans de les monumenteurs pour du stress, parce que c'est facile, il y a un créneau. Aujourd'hui, on met tout dans le sac du stress. Parce qu'on n'a rien d'autre à proposer. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis stressé. Prenez du temps pour vous. Je peux pas, j'ai 4 enfants, je bosse en 2-8. D'accord, merde, comment on fait ? C'est très dur le travail. Tout le monde dit, tout le monde est d'accord, je suis trop stressé. Faut trouver les moyens pour ça. Donc la réponse immunitaire, c'est ça. Et donc, on peut faire un jeu, on fait une analyse de sang, là je parlais des globules blancs, les lymphocytes, donc les défenses immunitaires, faites une analyse, et là je vous conditionne de la peur pendant 2-3 heures, mais vraiment fortement, puis même toute la soirée. Je vous envoie des informations négatives, puis je vous dis, voilà, ça va être dur, etc., etc. On refait une prise de sang demain matin, votre taux de globules blancs il aura baissé.
C'est incroyable de savoir ça. C'est-à-dire que c'est le conditionnement extérieur qui va influer sur ma biochimie. C'est hyper responsabilisant, et je dirais même c'est stressant. Et du coup, c'est ça qui est encore pire. En fait, c'est de se dire, alors le stress, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce qu'on a des hormones qui répondent au stress. L'adrénaline, le cortisol. Donc en fait, on est fait pour le gérer, le stress. Sauf que de la même façon que je parlais des pathologies aiguës qui devenaient chroniques, avant on avait des pics de stress aigus, on est stressé chronique. Ça va mal au boulot, ça va pas mal un jour au boulot. Ça fait 5 ans que ça me fait chier le boulot. Ah ok, bon, d'accord. Ça fait 3 ans que ça va pas dans mon couple. Ok. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Ça fait 6 mois que la voiture déconne. Tout ça, on l'imbrique, on le surimbrique. Difficulté de sommeil, difficulté à boucler le mois, enfin voilà, on additionne. Jamais l'homme, dans l'histoire de l'humanité qu'on connaît, n'a été soumis à autant de stress, c'est clair. C'est quelque chose qui est phénoménal. Donc si on cherche à développer son système immunitaire, c'est de dire il faut absolument, absolument gérer le stress. Et donc là, il y a plusieurs choses. Là, on fait un retour en arrière de quelques minutes. Si on est sur une approche allopathique, donc c'est-à-dire symptomatique, les plantes adaptogènes, moi, c'est pas spécialement mon approche. Quand bien même sur certaines fois, certaines personnes, des cas où je dis là, faut basculer tout de suite, oui, ça va être utile. Parce qu'il y a des contextes de vie qui font que la personne explique son cadre de vie, je ne vais pas lui dire fais des réformes. Le cas, famille monoparentale avec 4 enfants, je bosse de nuit. Bon, prendre du temps pour soi pour gérer le stress, le thérapeute est bien gentil, mais je vais lui créer en plus un stress, voire une culpabilité à la personne. Donc là, la plante adaptogène elle pourrait être utile. Par contre, ce que je sais, de manière empirique, par constat, puis il n'y a pas que moi qui le constate, c'est toutes les techniques respiratoires, ou libératrices, ou de la relaxation. Alors ça peut être la sophrologie, quelque chose. Moi, il y a 2 exercices, 2 pratiques que je fais très régulièrement, que je fais de manière hebdomadaire en atelier sur Dole. La biorespiration, je fais en séance individuelle aussi. Et puis, que je recommande maintenant à un patient sur 2, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça a été importé en France par David Servan-Schreiber, à qui on doit beaucoup, cancérologue. Et puis de l'amener en France avec David Hoer, qui est un médecin canadien qui a pratiqué à Marseille, puis c'est lui qui m'a formé à ça, et puis je l'ai entendu. Moi, ça m'intéressait depuis un paquet d'années. Je me suis dit, il faut vraiment que je rencontre, puis que je suive la formation, et c'est assez époustouflant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait des chirurgiens qui validaient leur acquis, qui étaient venus témoigner de la pratique de la cohérence cardiaque, et qui disaient que ça avait complètement révolutionné toute leur pratique. À tel point qu'aujourd'hui, la cohérence cardiaque, c'est la recommandation numéro 1 pour éviter les risques de rechute dans les maladies cardiovasculaires. Sur 300 points de recommandation. Numéro 1. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est tout simple. C'est de synchroniser sa respiration sur la fréquence de fonctionnement du système nerveux autonome. Plus pratiquement parlant, respirer. Alors l'exercice s'appelle 3-6-5. C'est un moyen technique, 365. 3 fois par jour, c'est de faire 6 respirations, 6 mouvements respiratoires pendant 5 minutes. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube qui vous montrent ça. Vous avez des applications gratuites sur smartphone, ça s'appelle Ma Cohérence Cardiaque. Voilà. Vous voyez le truc. Et ça a des effets prodigieux. Vous avez des tonnes et des tonnes d'études qui sont faites en Amérique du Nord. Ça commence à vraiment s'imposer en France. Il y a un seul défaut, c'est que c'est trop simple et que c'est gratuit. Et donc, et là c'est la responsabilité des gens, c'est-à-dire la nôtre. On a tendance à croire que si on dépense des fortunes folles, on va obtenir un résultat encore plus grand. Pourquoi ce ne serait pas la simplicité qui nous amènerait à quelque chose vers plus d'équilibre? Donc je vous invite tous, vraiment, à tester la cohérence cardiaque sur 3 semaines. Vous prendrez 15 minutes de votre journée. C'est à tel point efficace qu'aux Pays-Bas, ça a été institutionnalisé par l'éducation nationale dans les écoles. Et en un an, il y a eu une chute de l'absentéisme des profs de 60%. Ils leur faisaient faire la cohérence cardiaque à chaque retour de récré. Donc les gamins,
Il y a des effets, vous faites respirer comme ça 5 minutes, vous avez des effets physiologiques, hormonaux, sur le système nerveux pendant 4 heures. Et ça se mesure, hein, les outils d'appareil, c'est pour le coup hyper scientifique. Vous nous le dites là, donc le moyen, c'est ça. 3 fois par... Alors c'est un exemple. En gros, vous faites 6 respirations par minute. Là, on dit 5 minutes, mais vous pouvez faire 10 minutes, un quart d'heure, on s'en moque. Et 3 fois par jour, parce que là, vous êtes sûr d'être impacté pendant 12 heures. Et On respire pas. Je croyais qu'il y avait un léger décalage entre l'inspire et l'expire, non? alors, il y a des logiciels où ça bloque un petit peu. Ben, moi, je le fais de manière cyclique. En fait, alors, respirez pas avec votre tête en vous disant le ventre, le nez, on s'en fout. Oui. On s'en moque. Simple. On est obligé de gonfler le ventre. Simple. Dès que vous devez réfléchir, c'est que la pratique n'est pas bonne. De mon avis. Hein. Si vous devez réfléchir à quoi manger, c'est pas bon. Si vous n'avez pas faim déjà. On fait le repas. Si vous avez faim, vous savez quoi manger. Hein. Ça paraît bête, hein. Il n'y a aucun animal qui jeûne, qui a suivi des cours de jeûne, il n'y a aucun animal qui se purge aux herbes, qui a un diplôme d'herboriste. Mais nous, il faudrait qu'on ait tout ça pour se dire, est-ce que j'ai le droit de prendre du persil avec... est-ce que j'ai le droit de sauter un repas? Demande à ton chien. Ou demande à ton enfant. En ce moment, il mange que des bananes. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, laissez-le. Ça va, c'est pas terrible. C'est pas... Il n'a rien mangé depuis 2 jours. Ok, est-ce qu'il déprime? Non, il va bien. Bon, Les enfants qui sont malades, je peux vous dire qu'ils laissent le système immunitaire faire. Hein. C'est dodo, câlin. Vous pouvez leur donner, mon petit chéri, donner ta sucrerie préférée. Hop, il n'en veut pas de la sucrerie. Nous, on va forcer. Laisser se développer la santé, c'est laisser se développer le système immunitaire, c'est-à-dire c'est laisser se développer le vivant, c'est de ne pas mettre son mental en action pour brider les forces de la nature. Et l'individu qui est relié à son instinct, il sait exactement quoi faire. C'est observer les enfants. Vous aurez tout compris sur la santé. Quand je voyais mon fils qui avait la fièvre, qui se mettait les bras en croix sur le carrelage, froid, genre il doit avoir froid, et oui, c'est le but, c'est ce qu'il cherche. Hein, il doit pas être bien, je sais pas, il a l'air bien. Hein. Il viendra me demander. Ils savent tout faire, hein, les enfants. Et on a ignoré cette partie-là en grandissant, mais on l'a toujours. C'est-à-dire que développer le système immunitaire, c'est-à-dire, là je me sens faible. Qu'est-ce que je sens? J'irais bien me coucher. J'irais bien. Mais non. Va te coucher. Et j'en parlais avec une personne, là alors j'ai beaucoup d'enfants qui sont en burn-out en ce moment. Beaucoup d'enfants et d'ados. Alors, ça fait mal au cœur. Hein. Alors, le truc, c'est qu'il faut l'expliquer aux parents. Et il y a des enfants en dépression aussi. Là, pour le coup, c'était une grande enfant, elle avait 21 ans, donc elle a échoué ses examens de droit. Le petit copain l'a trompé. Ses amis lui ont tourné le dos, puis là, ses parents étaient partis de la maison. Donc, le truc. Donc, grosse dépression. Et puis elle me dit, il y avait les vacances scolaires. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien pu faire, j'ai dormi. Et la dépression, elle sert à ça. La dépression, il faut l'écouter. Mais nous, on la subit, puis on la combat. La dépression, elle dit, là, tout ce que tu fais, c'est pas bon. Débranche, va te coucher. Sauf que, dans le contexte dans lequel on évolue, il faut quand même aller au boulot, il faut être sur les tâches ménagères, il faut s'occuper des enfants, et puis on a tout un tas d'éléments stressants qui viennent nous parasiter, et puis on ne peut pas laisser le corps aller à rien. D'ailleurs, la dépression, je pense à rien, je suis vide. Oui, tu as besoin d'être vide. Donc, la dépression, elle est salutaire. Sauf que nous, on a des optiques de rendement et de performance de la société dans laquelle on est. Donc, que tu es dépressif, Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus acceptable, parce qu'on vit dans une ère où tout le monde est passé à la Kalachnikov pour le stress. Donc, on dit, ça va aller, parce que nous aussi, on aimerait que ça aille pour nous, parce qu'on est tous un peu dépressifs à certains moments, quelque part. Parce que la vie, elle est très dure à encaisser, donc des moments où on se dit, il faut y aller. Alors qu'il faudrait juste se laisser aller, en fait. On prendrait n'importe quel dépressif, vous lui posez la question, de quoi tu aurais besoin? De calme, de repos et de soleil. Toujours ça qui sort.
ben, vous prenez la personne, vous ne changez rien, ses habitudes de vie, vous la sortez de son contexte, vous la mettez au bord de l'eau, au soleil, puis vous disant tu fais ce que tu veux, et puis on va faire des activités, on va écouter de la musique sympa, on va faire des activités artistiques, puis avoir des échanges épanouissants, et toutes les chances que ça aille mieux. On ne peut pas se permettre ce luxe-là. Donc déjà, c'est de s'écouter et d'être convaincu que même l'état qui n'est pas normal a une fonction physiologique. Et moi, je me suis intéressé à ça en me disant, je viens vous voir, je suis en dépression depuis combien de temps? Depuis 25 ans. Ah oui. Bon, là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Quelles approches n'ont pas été faites? Donc on essaye plein de trucs, mais est-ce que vous êtes écouté? La première chose, pour ça, ça renvoie à développer son système immunitaire, c'est aussi développer une certaine forme d'instinct, et puis de se dire, là je ne vais pas lutter, il faut que j'aille me coucher. Je ne vais pas me forcer à manger parce qu'il est midi, j'ai pas faim. Je ne vais pas aller vers l'envie, je vais aller vers le besoin alimentaire. Là, j'aurais peut-être envie de reprendre une 3e part de tarte, avec de la chantilly, mais peut-être qu'une c'est déjà suffisant, peut-être que pas de dessert, ça aurait été encore mieux dans l'état dans lequel je me trouve. C'est-à-dire d'être dans une approche différente des choses. Pas d'être dans une approche de consommer de la santé, mais plutôt d'être dans un équilibre de santé. Et ça, c'est plus subtil. Et c'est vrai que si on parle de stress, on ne peut pas ne pas évoquer le fait que, et là, ça va tous vous parler, des fois on est fatigué, j'ai la force de rien, et on est dans le contexte qui nous ressemble, qui nous épanouit, c'est-à-dire l'activité qu'on aime le plus. Et là, la fatigue, elle est disparue, dissoute tout de suite, à claquement de doigts. Comment ça se fait? C'est que le corps, il nous dit, t'es pas heureux, arrête, fais pas ce truc-là. La plupart des gens que je vois en fatigue chronique ne sont pas fatigués. C'est des obstructions dans la circulation de leur vitalité. Et la première obstruction, elle est essentiellement psychologique, c'est-à-dire, je ne suis pas heureux là où je suis. Mais là où je suis, dans mon point de vue sur la vie, je peux faire les mêmes activités, mais avec un prisme de vision différent. Et là, bizarrement, je serai plus fatigué. Parce que j'aurais adapté une autre vision. Et c'est là où c'est intéressant. Et forcément, je serai plus résistant à tout. Je me sentirai moins acculé, moins attaqué. Parce que je serai autonome et un peu plus maître. Alors ça, c'est du travail qui peut se faire en psychothérapie, du travail qui peut se faire en libération de schémas subconscients. On ne peut pas vous faire la thérapie. On va dire, on est équipé là. Aujourd'hui, je pense que vu qu'il n'y a jamais eu autant de gens malades, il n'y a jamais eu autant de thérapeutes, puis aujourd'hui autant de thérapie. Alors, je trouve ça super, parce que c'est forcé qu'il y en ait au moins une parmi tout le lot qui existe, qui vous corresponde et qui corresponde à vos besoins spécifiques du moment. Et c'est pas parce que ça a marché il y a 5 ans que ça sera l'outil qui sera encore adapté pour vous. Parce que vous avez évolué en 5 ans, peut-être que ça sera une autre approche. Parce que le but de l'individu, comme la plante, c'est de se développer, c'est de croître tout le temps et d'être en mouvement. Et il ne faut pas être déçu qu'une approche thérapeutique qui marchait pour vous ne marche plus à un moment. Vous devez même vous en réjouir parce que vous êtes passé à un autre stade. Et donc vous voulez aller vers une autre thérapie ou vers quelque chose de plus subtil ou plus fort, peu importe. En tout cas, vous devez vous adapter. Et avoir un système immunitaire efficace, c'est de développer une capacité d'adaptation qui soit la plus large possible. Voilà. En résumé, on pourrait dire que manger sainement, avec le moins de cuisson possible, beaucoup de végétaux, beaucoup de choses variées, d'aller vers des choses spécifiques comme la lactofermentation, les champignons, les verdures, les fruits vifs, des boissons, comme le thé vert, le kéfir de temps en temps, je parle presque en cure, et puis tout ce que j'ai dit, consommer de l'ail, des choses comme ça. Voilà, ça c'est des choses. Et puis, tout ce qui est travail, le dernier point, ce que vous devez garder en tête, si vous voulez, la gestion du stress. Le travail sur l'approche de la gestion du stress. Et c'est pour ça que souvent on bloque, on se dit, j'ai tout fait en approche thérapeutique, et ça bloque quand même. Est-ce qu'il y a suffisamment d'émotions qui ont été libérées ou gérées? Et à quel point le stress vient entraver la bonne régulation de la bonne santé. Au départ de ma pratique, j'accordais de l'importance au stress. Je le mettais en avant, mais aujourd'hui je ne la mets pas en avant, je la mets très 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 en avant. Et là c'est par
le constat, quoi. Des gens qui peuvent se faire des occlusions intestinales de stress, qui peuvent se bloquer le dos, être bloqués au lit de stress, faire des ulcères de stress. Et là, quand même, c'est quelque chose. Ouais. Et puis de voir des gens où ça dysfonctionne, et puis je comprends pas, je mange bio, je suis végétarien, je fais du yoga, j'ai un boulot qui me plaît, tout. Par contre, flipper de la vie. Et d'autres, comme les exemples de grands-pères, qui te sortent là. Oui, je fume, j'aime bien boire un coup, non, je fais pas trop gaffe à mon alimentation, et les mecs, santé de fer. Mais zéro poil de stress. À leur place, dans l'instant, et puis à prendre les choses comme elles viennent, puis à se dire, je vais m'adapter, je vais faire, on trouvera une solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, c'est un équilibre global, et puis à différents moments de la vie, on va être plus porté sur tel ou tel aspect. C'est de mettre le plus de choses possibles dans son quotidien. C'est pour ça que je vous amène ce petit outil de la cohérence cardiaque, 15 minutes par jour, à essayer. C'est certain que ça aura un effet physiologique. C'est pas possible autrement. Je vous invite à voir les études qui sont dedans. Malheureusement, les 3/4 sont en langue anglaise. Si vous lisez la langue anglaise, vous lisez ça, vous irez à la source. Sinon, il y a un Cohérence Info, qui est un site qui est fait par David O'Hare, où il y a tout un tas de vidéos, l'interview de David Ferron-Schreiber, on explique, il y a des ressources, tout un tas de choses. Voilà. C'est très, très, très intéressant. Je vais m'arrêter là, puis on va passer aux questions-réponses, si vous en avez. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette causerie. J'espère que ça vous a amené des éléments de réponse que vous étiez venus chercher. J'ai essayé de brasser assez large. J'ai été un petit peu taquin en présentant les choses sous un aspect, puis en parlant d'autres aussi qui n'étaient pas présentés. Le but, c'est d'aller de dire qu'en fait, la santé, c'est pas que l'alimentation, et que là, pour le coup, sur le système immunitaire, il y a vraiment un impact fort du stress, qui est moins palpable et pour lequel on peut moins avoir la maîtrise que sur la préparation d'une assiette, qui est aussi important. Et puis il y aura quand même, j'espère, quelques clés sur l'alimentation pour que vous compreniez ça. Puis si tout n'a pas été clair, il y a des questions qui sont maintenant envisageables. En tout cas, je vous remercie pour l'attention. Merci. Qui se lance ?